Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous, de vous accompagner à travers ce format. Le droit à l'avortement touche à l'intime des femmes et au droit à disposer de leur corps. L'exemple américain permettant à chaque État d'interdire l'avortement montre combien ce droit est fragile. Comment protéger ce droit pour ne pas réduire la femme à son destin biologique de reproduction? Doit-on l'inscrire dans notre Constitution pour le sanctuariser, comme le demande le Conseil économique, social et environnemental, plus communément appelé le CESE? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir, mardi 29 novembre. Nous sommes en direct sur Livestorm jusqu'à 19h30. Vous vous étiez inscrit, vous aviez eu ce lien d'inscription à disposition, un numéro que je vais rajouter et qui va vous permettre d'interagir avec nous, de poser vos questions, de nous transmettre vos remarques, vos observations et surtout d'intervenir avec nos invités ce soir. Je vous laisse le noter, ce sera le 06 117 217 63. 06 117 217 63. Je vous le redonnerai évidemment dans le courant de la soirée. 18h03, on est parti. Je vous propose de faire connaissance avec nos invités. Nous avons Nicole Bosson, qui est présidente du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Nicole Bosson, bonsoir. Je vous laisse peut-être vous présenter une petite phrase, allez, express, rapide de présentation, mais au moins pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Voilà, alors j'ai donc été sage-femme de longues années et maintenant je suis présidente de l'Ordre des sages-femmes de la Côte d'Or. J'ai été aussi présidente de l'interrégion Bourgogne-Franche-Comté. Et si vous voulez, la question sur l'IVG est pour moi très importante parce que j'ai commencé ma carrière très peu de temps, 3 ans avant la loi de Madame Veil. Et on va en parler, Dominique Bosson, on va revenir évidemment, ça fera partie de l'introduction, de ce qu'on va mettre en place avant de dérouler ce sujet, l'histoire. Avant cela, on continue les présentations. Dominique Joseph, bonsoir et bienvenue. Vous êtes secrétaire général de la Mutualité française, présidente de Mutel, le réseau des femmes en mutualité. Je vous laisse vous présenter et un petit mot peut-être sur Mutel. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, donc Dominique Joseph, secrétaire général de la Mutualité française, et peut-être rappeler que la Mutualité française est un mouvement social, et que dans le cadre de ses engagements dans le mouvement, il est historiquement inscrit un principe, une valeur fondamentale qui est celle de l'égalité de droits entre les femmes et les hommes, et en général l'égalité des droits entre les citoyennes et les citoyens, dont celles femmes-hommes. Et dans cette égalité, se décline l'égalité à disposer du droit à disposer de son corps. Je me permettrai de dire du début jusqu'à la fin de sa vie. Et on est engagé sur aussi l'effectivité de ce droit. Donc ça, c'est un petit peu la présentation, la mienne et celle du mouvement de la Mutualité française. Et Mutel, c'est le réseau des femmes en mutualité, créé en 2016, dont j'ai l'honneur d'être la présidente. Et c'est un réseau qui a été créé dans première intention, c'était aussi pour sensibiliser à la parité dans les instances de gouvernance, à la représentation une plus juste représentation des femmes dans toutes les instances de gouvernance. Et on y a très rapidement intégré les questions fondamentales de santé des femmes. Donc c'est un double engagement pour ce réseau, c'est d'accompagner les femmes dans les prises de responsabilité, mais aussi dans la participation à la vie démocratique des mutuelles et le sujet de la santé des femmes. Et on peut donc aussi y raccrocher la question du droit à disposer de son corps. Merci Dominique Joseph. On va étayer évidemment tout cela parce que le sujet est évidemment passionnant. Bonsoir Agatha Mel, vous êtes la troisième invitée ce soir. Vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité au sein du CESE. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation à la mutualité. J'ai la chance de siéger au CESE aux côtés de Dominique d'ailleurs, qui est vice-présidente de cette délégation. Donc effectivement, je suis conseillère au CESE. Vous l'avez dit, Vincent, c'est la troisième assemblée constitutionnelle de ce pays qui, tout le monde ne le sait peut-être pas, hein, rassemble différents corps intermédiaires, des organisations syndicales, des associations, des ONG, des entreprises. Et moi, je représente au sein du CESE les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.
Ces mouvements de jeunesse sont extrêmement mobilisés sur les enjeux des droits humains et d'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit pour acquérir de nouveaux droits ou pour entériner et ancrer les droits qui ont été conquis de haute lutte par nos parents et nos grands-parents. Donc voilà, et j'ai la chance au sein de cette institution, effectivement, de présider la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, qui a, pas plus tard qu'il y a quelques mois, amené le CESE à se positionner de manière unanime sur la question de l'inscription du droit à l'IVG au sein de la Constitution française. Déjà, bravo à toutes les trois. Je suis déjà admiratif des combats que vous menez à titre personnel et collectif. Elle est excusée, elle est retenue ce soir parce qu'elle préside une commission des affaires sociales. Je parle bien entendu de Fadila Khattabi. Vous aviez vu son nom passer sur les invitations. Voilà, elle s'en excuse. La députée de Côte-d'Or devait être avec nous ce soir. On devra faire 100. Écoutez, on échangera tous les quatre, Dominique, Nicole et Agathe. Je vous rappelle le numéro 06 117 217 63 pour nous envoyer vos questions, vos réactions, vos remarques à nos trois intervenantes ce soir. N'hésitez pas à contribuer au débat, à l'échange. Il faut que ce soit vivant et interactif. 06 117 217 63. Alors, faut-il faire de ce droit, l'IVG, un droit constitutionnel? C'est vraiment la question qu'on va se poser ce soir. On a un petit peu plus d'une heure devant nous. Pour reprendre vraiment le contexte, je voudrais qu'on revienne un petit peu dans le passé et dans l'histoire. Peut-être avec vous, Nicole Bosson, si je vous dis 1975, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Parce que je crois qu'il y a vraiment un avant 75 et un après 75. Oui, alors effectivement, 75, c'est pour toutes les femmes une date très importante qui a changé leur vie, puisque grâce à Simone Veil et aussi au président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing, eh bien, une loi a été prise pour que les femmes puissent avoir une interruption volontaire de grossesse dans la légalité et surtout médicalement bien assistée, parce qu'elle venait rompre avec la loi terrible de 1920 qui traduisait les femmes et celles qui pratiquaient les avortements, comme on disait à l'époque clandestins, devant les assises. Et on sait que pendant la Deuxième Guerre, eh bien, l'État français a guillotiné une femme qui avait fait donc des avortements. Donc, il faut aussi associer une date très importante, 1967, où enfin la contraception a été autorisée en France et autorisée à être prescrite. Donc, c'est vrai que 75, c'était la loi Veil, mais il ne faut pas oublier que cette loi n'était votée que pour quelques années, et heureusement, nous avons eu encore une femme, Madame Pelletier, qui a en 79 conforté et refait voter la loi, cette fois-ci définitive. Il faut dire que c'était une loi terrible puisque personne n'avait voulu la voter en première intention en 75 pour plus de 5 ans. Des fois que ça entraîne des bouleversements sociétaux extraordinaires. En tout cas, ça a permis à des femmes de sauver leur vie, puisque moi qui ai commencé à exercer avant la loi, eh bien, j'ai vu des femmes mourir souvent le lundi matin, alors qu'elles s'étaient fait avorter pendant le week-end. Ça m'a beaucoup frappée et j'ai donc beaucoup milité pour cette loi. Et en même temps, je suis devenue conseillère conjugale et familiale à cette époque pendant quelques années et j'ai accompagné des femmes alors là pour qu'elles puissent, on va dire, interrompre leur grossesse dans les meilleures conditions possibles. Nicole Bosson, oui, je tenais à commencer par cette date 75 parce qu'on retient évidemment la loi Veil, mais il faut quand même rappeler que le quotidien pour ces femmes avant était un enfer pour celles qui devaient finalement se faire avorter. C'était non seulement un enfer, elles risquaient non seulement pour leur vie, mais
elles étaient hors la loi et elles risquaient clairement non seulement d'être condamnées, mais avec des peines qui étaient très… enfin, je crois qu'on a l'exemple d'une femme qui a été d'ailleurs guillotinée pour avoir avorté Alors ça, clandestinement. c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'État français. Après 1945, non, plus aucune femme n'a été guillotinée, mais elles ont payé cher. Elles passaient aux assises. Oui, elles ont payé cher. Elles avaient donc, elles étaient condamnées en correctionnel et on a eu des médecins, des sages-femmes. Et puis après, ça a été vraiment mis sur la place publique. Mais certaines de mes collègues et de mes collègues médecins ont pris de gros risques pour aider les femmes. Alors que dans d'autres pays, c'était possible, mais vous savez, la France, elle a ce caractère un peu étrange. Quand on ne veut pas régler un problème, on envoie les femmes ou les hommes à l'étranger régler leurs problèmes. Donc, à l'époque, on envoyait les femmes qui pouvaient se payer le voyage, allaient avorter en Angleterre. On va en parler, je voudrais entendre Dominique Joseph et Agathe Hamel là-dessus. Juste avant, parce que le côté très paradoxal de l'histoire finalement et de la société, c'est que pendant le 19e siècle, l'avortement n'était pas interdit. C'est la Troisième République qui a mis en place finalement cette interdiction après la guerre de 14-18, où l'avortement était passible de sanctions et de la peine de mort. Mais pendant le 19e siècle, non seulement il n'était pas interdit, mais racontez-nous, Nicole Bosson, parce que je crois qu'il y avait même des annonces. Alors, c'est le côté anecdotique de la chose, mais c'était autorisé. Alors, oui, c'est amusant, mais ce n'était pas franchement anecdotique. C'était une réalité, parce qu'à l'époque, les grossesses non désirées étaient pléthores et beaucoup de femmes étaient vraiment, surtout les femmes qui n'étaient pas mariées, eh bien, vous savez qu'on les appelait malheureusement les filles mères, et elles risquaient beaucoup de choses et leur vie était gâchée. Et donc, il y avait des sages-femmes, parce que j'ai écrit des articles là-dessus, et qui mettaient dans des petites annonces dans les journaux de l'époque, eh bien, mesdames, pour retrouver vos périodes, eh bien, adressez-vous à madame sage-femme et pour un prix modique. Et donc, il y avait des avortements, alors bien sûr, avec les moyens médicaux de l'époque, mais des médecins et des sages-femmes en faisaient jusqu'au jour où le pape, dont je n'ai pas retenu le nom, a pris une bulle en disant que toutes les personnes réalisant des avortements en France seraient excommuniées et la République de l'époque eh bien, a interdit l'avortement. Donc, bon, on n'a pas encore mis les professionnels aux assises ni les femmes, mais il y avait un risque de suspension et puis il y avait on payait cher des amendes, voilà. Mais effectivement, c'est après la guerre de 14, en 1920, vous savez, c'est terrible, les lois qui bouleversent les femmes parce qu'il faut faire des enfants, après tout, pour les envoyer. Oui, celles qui ont fait des enfants dans 1920, on les a envoyées se battre en 40, et bon, et celles qui étaient avant 14, on leur avait demandé de faire beaucoup d'enfants. Et je pense qu'en 1920, il fallait repeupler la France. Oui, on a utilisé les femmes à cette époque-là du fait que la guerre envoyait notre jeunesse au front. Oui. Et en interdisant l'avortement, c'était une manière finalement de renouveler les générations, sans le consentement des femmes au passage. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc il faut retenir ces dates. Et puis, après la guerre alors, de 40, bon, là, il y a eu des femmes qui se sont vraiment battues pour améliorer la condition féminine, d'abord avec la contraception, qui n'était toujours pas autorisée, en créant notamment une association, la Maternité Heureuse, et qui est devenue après le planning familial. Et ça a permis à des femmes de commencer à pouvoir gérer à peu près, alors je dis tout à fait à peu près parce que les moyens étaient très réduits, on va dire leur famille, le nombre d'enfants, parce que pendant des années, moi j'ai même rencontré des femmes qui avaient 6, 7, 8 enfants
Bon, et ce n'était pas toujours de plein gré. Dominique Donc, Joseph, est-ce que vous avez un souvenir de ces années 1975? Alors ça date, hein, ça commence à remonter, mais quels souvenirs, quelles images restent de cette période, de cette loi Veil? Alors, j'étais jeune, mais j'étais en On n'en doute pas. capacité. Non, mais 1975, pour moi, c'était voilà, l'année où j'ai passé mon bac à 17 ans, 18 ans. Et donc, en amont de cette année 75, au lycée où j'étais, voilà, on était particulièrement sensibilisés au débat. Et alors, sous des formes peut-être un peu aujourd'hui qu'on pourrait trouver amusantes ou anecdotiques, mais en tous les cas, on a suivi ces débats de façon très prégnante avec mes amis. J'avais un peu plus de mal à y mettre les garçons dans les suivis de débat. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, ça a été la violence des débats à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vraiment, si j'en garde un souvenir, alors c'est bien sûr une conquête, parce que, y compris quand on a 18 ans ou 17 ans, on sait très bien qu'on a des copines au lycée, parce que j'étais en internat, qui ont pris des risques pour se faire avorter. Alors, quand la famille, la maman ou une personne les accompagnait, trouvait le bon médecin, ça se passait bien. Pour d'autres, c'était quand même un peu plus, pour d'autres, c'était beaucoup plus risqué. C'était un tabou, on n'en parlait pas, mais sauf qu'on se reconnaissait, ou du moins, il y avait ces échanges. Quand on est en internat, il y a cette vie en commun qui nous permettait de partager ces temps forts. Et donc, voilà, ça, c'était. Et donc, je ne sais pas quelle appréhension je pouvais en avoir en 75. Si c'était un aspect, si c'était par une notion d'égalité d'accès au droit. Mais en tous les cas, pour moi, c'était inconcevable qu'il y ait des jeunes filles, des jeunes femmes, mais pas forcément la visibilité sur des femmes plus âgées, qui prennent des risques à ce niveau-là, qui risquent leur vie. Voilà, ça c'était un premier point. Puis je sentais bien les inégalités quand même déjà. C'est-à-dire celles qui pouvaient et celles qui ne pouvaient pas. La question des inégalités, des discriminants sociaux. Et dedans, on pourrait rajouter aussi d'autres points. Et il y avait aussi, pour moi, donc, deuxièmement, le débat à la télé, moment très, très fort. Et je me suis dit, enfin, avec aussi ce droit à accéder à l'IVG en toute sécurité, accompagné, eh bien, on va arrêter de mettre, parce que ça existait encore dans les années 75, eh bien, parler des filles de mère ou de ces filles c'est couche-toi là, cette expression-là. On entendait beaucoup parce que je suis originaire d'un milieu rural, de la campagne. Et voilà, ces termes-là, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, pointées du doigt, pour moi, c'était insupportable. Dominique Joseph, est-ce que juste vous pouvez baisser un tout petit peu peut-être le son de votre ordinateur? On a un très léger Larsen. En tous les cas, de ce que vous nous en expliquez, Dominique, il y a quand même beaucoup de choses, malheureusement, tristement, qui 50 ans après sont quand même un petit peu les mêmes. Agathe Hamel, comment se fait-il que quand on est femme, on soit en permanence finalement obligé d'essayer de défendre ses libertés, alors que c'est quand même a priori un prérequis. Enfin, ça devrait être automatique. On ne devrait même pas se poser la question. J'ai pas de réponse plausible à cette problématique. Je pense que c'était effectivement pas logique. Ça ne répond pas à une logique, mais par contre, ça répond à le fruit de l'histoire. Je veux dire, la Constitution, enfin, on va en parler, hein, mais ça date de 58. La loi Veil, c'est 75. Comme l'a très bien dit Madame Bosson, c'était un premier pas. Hein. Il y a eu ensuite plein de lois qui ont permis d'avoir un certain nombre de progrès qui font qu'aujourd'hui, on arrive à la situation actuelle en termes d'accès à l'avortement. Mais je pense que, et ça, c'est dit depuis le départ par les différentes militantes qui défendent la cause des femmes, le premier constat qu'on peut poser, c'est qu'ils ne seront jamais acquis. C'est des droits qui, qu'on soit en France ou dans un autre pays du monde, on devra toujours se battre pour les avoir, et même quand on les a, il faudra toujours se battre pour qu'ils ne reculent pas. Et je pense que de manière transpartisane, c'est quelque chose sur lequel on est à peu près toutes d'accord.
Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi, j'aimerais bien ne plus avoir à me battre, mais j'ai bien conscience que dans tous les cas, il faudra continuer de le faire jusqu'à la prochaine génération qui devra continuer de le faire, je crois. C'est aussi pour cela que je souhaitais commencer cet échange par cet écho finalement à 1975, parce qu'on a encore beaucoup de choses aujourd'hui qui finalement posent question. Alors, si on revient à la thématique de cet échange, de cette table ronde, faut-il faire de ce droit à l'avortement un droit constitutionnel? Alors, forcément, on va tout de suite partir dans un argumentaire qui va être très étoffé, mais alors peut-être très rapidement, un oui ou un non de la part de toutes les trois. Dominique Joseph, faut-il faire de ce droit à l'avortement un droit constitutionnel? Oui. Agathe Hamel. Oui. Nicole Bosson. Oui, et je vous porte le oui des sages-femmes de l'ordre, du national et des sages-femmes de tout mon département. Oui, ça doit être inscrit dans la Constitution. Ah ben, au moins, voilà, c'est assumé. On verra du côté de celles de ceux qui nous suivent. N'hésitez pas, hein, 06 117 217 63, 06 117 217 63 pour échanger évidemment avec nos intervenants ce soir. Maintenant qu'on a posé la question et qu'ici vous êtes d'accord toutes les trois, eh bien moi la question que j'ai, ça changerait quoi? Ça changerait quoi concrètement par rapport à ce qui est en place aujourd'hui, par rapport à la loi qui existe? Agathe. Alors, ça changerait beaucoup de choses. La première, c'est que il y a en France et dans d'autres pays ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc, c'est-à-dire que la Constitution, le bloc constitutionnel, dans la hiérarchie des normes, est plus élevé que une simple loi. Donc, aujourd'hui, ce qui serait inscrit dans le bloc constitutionnel, donc si on inscrivait le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans le bloc constitutionnel, une loi ne pourrait pas, on va dire, enlever un certain nombre de droits qui y sont rattachés. Donc, on ne pourrait pas, une loi régressive, entre guillemets, que ce soit sur le déremboursement, sur la question des délais, sur le fait d'ajouter des conditions, pourrait, à partir de là, être jugée anticonstitutionnelle. Donc, bien sûr que ce n'est pas qu'une mesure symbolique, puisque ça permettrait d'inscrire dans le bloc constitutionnel la question du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et d'ailleurs, je rappelle, parce qu'il y a pas mal de... Moi, j'étais au débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a certains parlementaires qui disent « Oui, mais la Constitution protège déjà le droit à l'interruption volontaire de grossesse ». C'est faux. C'était la même Constitution avant 1975 qui permettait le fait que pratiquer une IVG soit illégal. Aujourd'hui, la Constitution qui permet que l'IVG soit légale, c'est exactement la même. Donc ça montre bien que ce droit à l'avortement, il n'est pas inscrit au sein du bloc constitutionnel. Donc ça changerait déjà ça, de manière très effective. Ensuite, bien sûr que changer une constitution, ça a une portée symbolique. Et je pense que le travail parlementaire et les décisions qui sont prises en France doivent assumer le fait de porter de manière symbolique l'inscription d'un droit tel que le droit à l'avortement au sein de son socle constitutionnel, chose qui n'a jamais été faite dans le monde, à part pour les restreindre. Et je pense qu'on peut tout à fait, dans le contexte actuel, assumer de porter aussi avec une valeur symbolique l'inscription de ce droit au sein de notre Constitution. Et peut-être le troisième argument, mais il y en a plein, hein, mais le troisième argument, ça serait parce que certains parlementaires parlent aussi de la problématique, c'est pas le droit, c'est son effectivité. Bien sûr, mais inscrire un droit dans une constitution, ça permettrait, à mon avis aussi très certainement, d'accélérer un certain nombre de choses en termes d'effectivité. Dominique Joseph, vous partagez là les propos, le déroulé d'arguments d'Agathe Hamel? Oui, je partage complètement, même si, voilà, on est aussi, on se l'est dit entre nous, hein,
il a fallu, enfin pas de longues discussions, mais au sein même de la mutualité française, certains pouvaient penser initialement que la loi existant, ce sur quoi il fallait se battre, c'était l'effectivité de l'accès au droit, comme vient de le dire très exactement Agathe. Néanmoins, voilà, tout progresse, et puis dans les débats, ce sont les débats qui, et peut-être aussi les débats qui font progresser la vision ou la vision, et c'est aussi les contextes. C'est-à-dire que quand on se rend compte de ce qui se passe dans les pays à l'international, en Europe, sur tout ce qu'une loi peut perdre, c'est-à-dire si dans une loi on peut faire régresser un droit. Donc c'est le fait de, donc ça c'est un point d'alerte très très fort. Voilà, peut-être que Agathe le redira, mais baisser le nombre de semaines, amener des petits bouts, je le dis comme ça, des modifications régressives dans une loi, c'est possible. Quand c'est inscrit dans la Constitution, même si voilà, même s'il nous faut toujours garder cette vigilance permanente, c'est quand même moins, entre guillemets, sûrement moins facile. Et en tous les cas, moins simple que de passer en catimini sur de la régression par de vider d'une loi de sa substance, si je voulais être en termes un petit peu pratico-pratiques. Donc et puis c'est un gage fort de l'intégrer dans la Constitution, parce que la Constitution aussi c'est le reflet de notre République, hein, avec ses valeurs, avec liberté, égalité, fraternité, auquel on pourrait rajouter aujourd'hui sororité. Donc, c'est aussi un signe d'avoir dans la Constitution des droits qui traduisent notre devise nationale. Eh bien, c'est un signe aussi qui donne à voir de ce qu'est une république. Nicole Bosson, je rappelle que vous êtes présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. Est-ce qu'au niveau de l'ordre, il y a un consensus sur cette position de faire du droit à l'IVG un droit constitutionnel? Oui, alors depuis qu'on a parlé de la loi, depuis que la loi Veil a été votée et quand elle a été confirmée en 79, le Conseil de l'ordre des sages-femmes, qu'il soit national ou au niveau du département, ont toujours été pour que cette loi soit votée. Mais effectivement, il faut qu'elle soit dans la Constitution parce que les lois peuvent être, Madame Hamel l'a bien dit, une loi peut en chasser une autre. Et on ne sait pas parce que, vous savez, bon, le droit à l'avortement, il a toujours été bousculé. Alors, bon, des fois, il est bousculé par le Sénat. Bon, j'espère que les sénateurs se vexeront pas, mais c'est vrai. Il peut être bousculé. Et regardez, quand même, dans la loi, il y a quelque chose qui est un peu étonnant. C'est la clause de conscience. On va en parler, Nicole Bosson. On va vraiment en parler parce que c'est un sujet à part entière dans le sujet. Donc, si vous voulez, tout ce qui a été réglementaire par rapport aux sages-femmes, alors je parle de l'ordre, mais aussi de nos syndicats professionnels, eh bien, ils ont toujours été pour que cette loi perdure et maintenant, ils sont pour la mettre dans la Constitution. Alors, on ne mettra pas dans la Constitution peut-être tous les détails, effectivement, parce que vous voyez, ces dernières années, et notamment depuis 3 ans, je vous en parlerai peut-être après, beaucoup de choses ont changé. Et ces détails qui ne sont pas, je dis détails, c'est pas des détails, ce ne sont pas des détails pour les femmes, mais on peut les prendre avec des décrets ou autres. Qu'est-ce que vous appelez, quel exemple, on peut avoir des exemples concrets de détails que vous évoquez, Nicole Bosson? Eh bien, l'allongement de la durée de la grossesse pour que l'IVG puisse se faire. L'IVG médicamenteuse, elle n'existait pas au moment de la loi de Madame Veil. Là j'aimerais avoir votre avis à toutes les trois. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on on en met le minimum, mais pour que ce soit vraiment un objet de sanctuarisation du droit, ou alors on essaie de détailler au maximum les choses pour pouvoir s'y raccrocher. Quel est votre point de vue? Peut-être Agathe Hamel, pour commencer.
C'est une sacrée question, notamment pour les parlementaires qui travaillent sur ce sujet, parce que bien sûr que, alors moi déjà j'ai mon point de vue personnel qui n'est pas forcément le point de vue du CESE, hein, on sait pas. Le CESE s'est prononcé sur le fait de l'inscrire. Après, on s'est pas prononcé sur comment, pourquoi, enfin voilà, pourquoi si, mais comment non. En fait, ce qui est compliqué, c'est que il faudrait, enfin, si on inscrit que la question d'avoir recours au droit à l'interruption volontaire de grossesse, eh bien, si vous voulez, si demain il y a une loi qui est régressive en termes de délai, elle ne serait pas protégée, enfin, en tout cas, la question du délai ne serait pas protégée de manière constitutionnelle. Donc, il ne faut pas que ça reste qu'une inscription, pour le coup, symbolique, qui ensuite ne permettent pas au Conseil constitutionnel de faire jurisprudence. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait, à minima, une inscription de la loi telle qu'elle est aujourd'hui, pour ne pas empêcher une régression. Voilà, mais je sais pas si les auditeurs et auditrices ont suivi les débats à l'Assemblée nationale, mais il était également question d'y accoler, entre guillemets, la question de la contraception, puisque ce sont des droits fondamentaux qui sont extrêmement liés. Ça s'est pas passé à l'Assemblée nationale. Donc il y a un peu qu'est-ce qu'on voudrait mettre dedans pour le mieux, et qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver au bout du travail parlementaire. On peut avoir votre avis intime sur la question, Agathe Hamel, ou vous le gardez pour vous? Ah non, je peux tout à fait vous donner mon avis, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'on devrait l'inscrire. Alors, je trouve que l'article 66 est un bon endroit, puisque c'est un endroit qui parle des droits fondamentaux, mais que l'interruption volontaire de grossesse devrait être inscrite de facto avec les questions contraceptives et les droits sexuels et reproductifs de manière plus large, puisque quand on parle d'IVG, on ne parle pas que d'IVG, on parle aussi des droits sexuels et reproductifs qui aujourd'hui sont totalement absents de cette constitution. Dominique Joseph, vous partagez là ce qu'est en train de nous dire Agathe Hamel? Oui, je partage. Alors, je partage parce que c'est aussi l'occasion. Alors, bien sûr, hein, il y a l'idéal. Moi, je vais peut-être parler de l'idéal. Et puis, il y a aussi la partie, le réaliste, l'aspect réaliste pour arriver à ce que ça soit inscrit dans la Constitution. C'est exactement ce que vient de dire Agathe. C'est vrai que n'inscrire que l'IVG dans la Constitution, même si et sur la base de la loi actuelle, c'est un progrès. Mais peut-être faut-il étendre le débat et l'inscription aux droits sexuels et reproductifs. Parce que ça emporte plein de droits. Et voilà, on n'est pas non plus uniquement sur un acte qui est l'IVG. Voilà, c'est une vision beaucoup plus respectueuse, large du droit à disposer de son corps dans toutes ses dimensions. Après, non, moi si je me disais, si tout se passait bien, ça serait l'idéal. Après un minimum de réalisme, et faut choisir son combat. Et son combat, c'est de faire intégrer l'IVG dans la Constitution. Donc peut-être et là c'est sur la base de la loi actuelle, et surtout être précis pour ne voir aucune régression, parce qu'on sait que les tentations de régression sont grandes, et donc il faut j'ai l'habitude de parler, moi, celles et ceux qui me connaissent, moi je dis il faut cranter l'existant, même s'il y a encore des marges de progrès, on essaye, mais cranter l'existant. Et cette question des droits reproductifs, sexuels et reproductifs, est posée de longue date. Hein, si on pourrait avoir à nouveau un débat parce que le CESE a produit un avis qui déjà la DD, non, c'était pas la DDFE, je sais plus, mais il y a eu un avis sur les droits sexuels et reproductifs, parce que sur nombre de sujets, eh bien, on revient. On retombe sur ce questionnement des droits sexuels et reproductifs qui ne sont pas reconnus ou bien reconnus aujourd'hui en France dans la loi et dans la Constitution. C'est pas directement relié au sujet, mais quand je vous entends parler, est-ce que l'éducation nationale là-dessus fait son travail sur le sujet? Nicole Bosson, est-ce qu'on éduque suffisamment? Est-ce qu'on communique suffisamment? Est-ce qu'on informe les jeunes femmes? Mais les hommes aussi sont concernés par ces sujets. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la loi
avance, ou en tous les cas, vous faites en sorte que la loi avance, est-ce que la société, dans son entièreté, n'a pas intérêt aussi à avancer? Nicole Bosson. Alors moi, je pense que la société, elle n'a pas beaucoup avancé, malheureusement, sur ces sujets. Et moi qui suis souvent en lien avec l'éducation nationale, quand on pense que la première loi sur, on appelait ça l'éducation à la sexualité, eh bien c'est aussi de 75. Mais depuis, il y a eu je ne sais combien de lois et ça n'est jamais appliqué. Vous voyez que dans certains collèges ou lycées, eh bien, les jeunes sortent, ils ont eu 2 heures de cours par le prof de sciences. Et non, non. Alors, je dis que ça n'est pas vraiment appliqué. J'ai travaillé avec les pays nordiques et eux commencent à faire de l'éducation. Alors, ce mot, on peut, de l'information, de l'éducation, on peut utiliser le mot qu'on veut, mais à partir de l'école primaire. Et on parle même aux enfants de la naissance à la maternelle. Alors, moi, je pense que ces sujets n'avancent pas chez nous parce qu'il y a un tabou sociétal autour de tous ces sujets. Alors, effectivement, on a parlé de l'IVG, on parle de la contraception, on en parle encore maintenant, on parle de la PMA. Bon, il y a eu heureusement une loi et maintenant, les collègues qui travaillent en PMA au CHU, il y a énormément, une explosion de demandes, si bien qu'on construit un bâtiment pour recevoir toutes ces femmes. Donc, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais que ces avancées, elles se font à petits coups de loi ou à petits coups de décret, et malheureusement, il n'y a pas une véritable information. Et c'est dommage parce que personne n'est obligé d'avoir une IVG, personne n'est obligé de faire de une PMA, personne. Bon, mais il ne devrait pas y avoir de tabou qui bloque ces lois très importantes. Nicole Même Bosson, nous, les sages-femmes, nous avons été intégrées pour travailler dans ces centres de procréation médicalement assistée. Donc, la France est un pays pas toujours très cohérent. Nicole Bosson, le fait qu'il y ait un tabou autour de tous ces sujets fait qu'on a du mal à se rendre compte des réalités du terrain. Et quand je dis qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'éducation sur le sujet, vous qui avez été, vous qui êtes au contact de ces femmes qui traversent ces épreuves, parce que ça reste des épreuves à traverser, quel est leur niveau de connaissance de ces sujets, de connaissance de la loi, de connaissance des pratiques qui existent? Eh bien, pour moi, le niveau de connaissance, bon, il y a quelques mois, nous avons eu un nouveau décret pour les sages-femmes qui autorise maintenant les sages-femmes à recevoir des jeunes en couple, alors en couple homme-femme, homme-homme, femme-femme, comme l'on veut, et pour essayer de leur apporter à partir de l'âge de 15 ans les meilleures informations pour parler avec eux, pour voir comment ils vivent leur sexualité. Parce que ce n'est pas simplement d'apporter un panel d'outils, il faut aussi les écouter. Mais vous vous rendez compte, on est en 2022. Alors, moi, je me dis, ça avance, mais ça avance tellement à petits pas que c'est choquant. Alors, dans la Constitution, on ne pourra pas tout mettre. Au moins ce droit fondamental qui ne peut pas être remis en question. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un effort énorme pour faire vraiment une information. Maintenant, beaucoup de jeunes que je côtoie, eh bien, eux, ils ont l'information par les réseaux sociaux et Internet. Je n'ai jamais vu des choses aussi stupides écrites. Même quand j'étais jeune sage-femme, eh bien, on ne lisait pas non, enfin, voilà. Alors, des fois, ça me met en colère et je me dis, mais quand est-ce qu'on pourra arriver à bien accompagner les femmes, accompagner les hommes, parce que, bon, c'est pas que les femmes et c'est pas que les hommes. Et vous voyez, il y a des choses terribles qui sont liées à la sexualité. Bon, le vaccin HPV, quand vous êtes en Autriche
il y a 90% des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont vaccinés. Chez nous, on est à 25-30%. Bon, Nicole Bosson, une petite parenthèse, parce que c'est oui, important, effectivement, on n'est pas tout à fait sur le sujet, mais non, effectivement, non. c'est quand même très lié. Passer le message, justement, pour toutes les jeunes filles et les jeunes hommes là-dessus, parce que je crois que c'est le seul vaccin efficace contre le cancer. Ben, oui, c'est le seul. Mais vous voyez, si ce vaccin ne touchait pas à la sexualité, ça serait plus simple. Mais tout ce qui touche à la sexualité, ça n'est pas simple. Alors, bon, moi, j'ai fait partie de la génération qui s'est un peu battue. Bon, quand on lançait nos soutiens-gorge dans la rue, bon, c'était peut-être folklorique, mais il y avait ce besoin de se battre. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il ne faut jamais abandonner ce combat pour permettre aux femmes d'avoir la meilleure place possible, parce que ça sera aussi profitable aux hommes dans cette sexualité. Je reste vraiment très combative là-dessus. Dominique Joseph, je vous relance sur les propos de Nicole Bosson. Oui, rester combative. Nicole a complètement, a tout à fait raison. Et j'allais dire, on est prête à la suivre dans le combat. Et je pense qu'on pourrait toutes se retrouver, tous et toutes. Et je vais mettre tous se retrouver sur la poursuite des combats et sur le fait d'être perpétuellement vigilant sur cette question-là. Je la suis également et complètement sur le besoin perpétuel, mais vraiment d'insister sur l'information, la formation. Et bien sûr, il y a le rôle de l'éducation nationale, mais c'est aussi le rôle, on peut en parler dans le cadre des personnes qui accompagnent les enfants, alors qu'ils soient qu'ils soient d'ailleurs dans tous les acteurs de la petite enfance ou de l'enfance, y compris. Je m'interroge parce que je n'ai pas la réponse, mais j'ai presque une question. J'imagine aujourd'hui que dans le BAFA, il n'y a pas du tout un volet sur cette question de comment aborder et comment informer. Je prends cet exemple, ça me vient à l'instant. J'avoue que ça me vient à l'instant. Je suis très franche avec vous. Et d'ailleurs, sur cette question de remettre perpétuellement ces sujets d'information, de campagne nationale, de relais, j'ai eu l'honneur de co-rapporter un avis du CESE, toujours de la DDFE, en 2021, qui s'intitule Crise sanitaire et inégalité de genre. Et dans les propositions qui ont été formulées et votées par le CESE, parce que pendant la crise, il y a eu vraiment, alors les aspects violence, mais aussi accès à la contraception. Il y a eu quelques avancées, dont l'allongement du délai, dont également sur l'IVG médicamenteux, la délivrance plus simple, enfin peut-être un peu plus facilitée. Et donc, on a dans nos propositions demandé à ce que ces dispositifs soient prorogés après post-crise. Une partie, elle a été. Une autre partie, des dispositifs qui avaient été mis en place, des lieux d'écoute dans les centres, dans les lieux qui étaient restés ouverts au public, que ça ne soit pas dans des recoins, eh bien ça n'a pas été repris. Des lieux d'écoute et donc d'information sur l'accès à l'IVG, ont été ouverts puis fermés. Ça veut dire que le tabou cité par Nicole, il existe. On a un vrai sujet dans notre société française et dans notre parce que on remet systématiquement la question de l'information, de la connaissance et aussi de la qualité de l'information. Et il y a une vraie question sur l'information délivrée. Et on ne peut pas se contenter, de tout faire reposer, je me permets de le dire, sur l'éducation nationale, parce qu'il faut les moyens pour l'accompagner. Et c'est toute la société, en fait, qui doit être acteur et actrice dans ce mouvement d'information, de sensibilisation à ses droits, et aussi, y compris pour combattre. On ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais la question des violences sexuelles qui existent. Et il y a le retour d'image des jeunes filles, des très très jeunes filles, et autour de ces encore. Alors moi j'ai baissé mon micro, c'est moi qui ai entendu Larsen maintenant. C'est d'avoir cette connaissance perpétuelle. Voilà, il faut rien lâcher. Le point de vue que vous défendez là, Dominique, c'est aussi le point de vue du mouvement mutualiste que vous représentez.
C'est vraiment ce son collectif que vous nous restituez? Oui, alors, je ne vais pas refaire l'histoire de la mutualité, mais cet engagement collectif. Et par exemple, nous, enfin, on gère des établissements on a ce qu'on appelle des relais maternels d'assistance. Donc, des lieux où on réunit des nounous à domicile, enfin, salariés, et ça fait partie de la formation qui leur est apportée. On forme les personnels dans tous nos lieux, dans tous les lieux où on accueille alors des citoyens et citoyennes, c'est pas que des mutualistes. Et donc cette question de formation tout au long de la vie et que chacun puisse avoir cette base de connaissances pour la reporter et la rapporter nous semble un devoir citoyen. Et on le porte dans le mouvement, hein, parce que pour bien utiliser ces droits, la question de l'accessibilité et pour cette accessibilité, la connaissance et l'appréhension du droit est fondamentale. Il y a aussi le sujet de celles et ceux qui ne savent pas bien lire ou ne peuvent pas bien lire. On pourrait ouvrir à l'accessibilité, y compris aux personnes en situation de handicap. La question, voilà, le sujet, il est très très large et nous, on y participe fortement parce que c'est aussi un levier d'émancipation. Alors, toutes les trois, on sent beaucoup d'énergie positive, d'idées, d'initiatives. Moi, j'ai envie de vous poser une question là, à 18h48. Qui est-ce que vous avez en face de vous? Qui est-ce qui bloque? Qui met des bâtons dans les roues de toutes celles, tous ceux qui souhaitent faire avancer les choses? Qu'est-ce qui bloque, Agathe? Vous m'aviez dit que je pouvais parler de manière libre, hein, c'est ça? Donc moi, ma première réponse, c'est d'abord la droite sénatoriale, qui, de tout temps, depuis 75, à chaque fois qu'il y a un texte qui passe, qui veut passer sur les questions de progrès par rapport au droit à l'interruption volontaire de grossesse, il vote contre. Donc il faudrait m'expliquer aussi à un moment qu'est-ce que ça a de républicain de s'opposer à chaque texte qui passe au Sénat et qui tente d'améliorer l'effectivité et l'inscription de ce droit dans la Constitution. Donc je pense que le premier blocage, c'est quand même, il faut quand même aussi le dire et le nommer, et c'est une très bonne question, la droite sénatoriale. Et j'espère que, au vu des débats et au vu des différents sondages qui ont été menés ces dernières semaines, voilà, qu'il va y avoir un sursaut républicain, c'est le cas de le dire, et que les sénateurs et sénatrices qui maintenant vont devoir voter le texte, je ne sais pas quand, puisqu'il n'y a pas encore de date au Sénat, puissent soit changer leur vote, soit ceux qui malheureusement avaient autre chose à faire quand ils ont dû se prononcer sur la question en octobre, finalement se retrouvent au Sénat et puissent permettre à ce texte de continuer son chemin parlementaire. Donc déjà, il y a quand même la droite sénatoriale qui n'aide pas. Ensuite, je vais quand même parler de l'extrême droite, puisque même si elle n'est pas encore très présente au Sénat, on ne sait jamais, et elle est quand même bien présente à l'Assemblée nationale, et elle ne s'est pas, fait remarquer pour sa capacité à défendre de manière très active la question des droits des femmes. Donc c'est pareil, il faudrait qu'on arrête de penser que la France a un totem d'immunité, hein. À partir du moment où il y a 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment sur qu'est-ce qui pourrait advenir dans les prochaines années. Et ensuite, voilà, hein, forcément, il y a des groupes qui ne sont pas des petits groupes, hein, qui agissent depuis des décennies, qui agissent que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais aussi en France, qui sont extrêmement financés, donc des groupes ultra-conservateurs, qui sont très bien organisés pour faire reculer ces droits dès qu'il y a un petit interstice et qui vont dans les différents lieux de pouvoir pour à un moment faire régresser ces droits. Voilà pour les trois grands pôles que moi j'ai identifiés. Ils sont présents aussi, ces groupes, ces réseaux d'influence sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur éventuellement la communication qui fait peut-être défaut d'un côté, peut-être qu'eux sont organisés aussi de l'autre pour passer leur message auprès de la jeunesse. Oui, mais pas qu'auprès de la jeunesse, en fait. C'est pour ça, moi, j'entends hein, le fait qu'il faille éduquer, qu'il fallait permettre à ces pauvres jeunes femmes, voilà, bien sûr,
mais je veux dire, en fait, les sénateurs qui votent ces textes, je vous rassure, ils ont plus de 40 piges, hein. Donc, à un moment, je veux dire, cette rhétorique conservatrice, elle marche d'abord vers les gens qui font les lois et qui ne sont pas les jeunes. Et ensuite, oui, bien sûr que sur Internet, il y a des groupes qui sont constitués, mais je pense qu'il ne faut pas non plus croire que c'est juste l'idée de quelques hommes qui sont derrière leur ordinateur et qui passeraient leur vie sur Twitter à essayer de dire que c'est pas bien d'avorter. Non, c'est vraiment des groupes structurés qui ont énormément de financement et c'est notamment pour ça que moi, en tout cas, dans le parcours parlementaire, j'aimerais qu'on puisse éviter dans la mesure du possible d'avoir accès à un référendum parce que ça leur donnerait bien sûr une tribune extrêmement puissante pour pouvoir exprimer leurs idées. Emmanuel Macron s'est emparé du sujet où il pourrait s'en emparer davantage. Et derrière ma question, est-ce que ces réseaux d'influence dont on vient de parler peuvent avoir des influences, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État sur le sujet? Agathe Hamel et peut-être Dominique Joseph aussi. Alors, j'ai pas accès à tous on va dire les bruits de couloir au plus haut, dans les plus hautes sphères de notre société. En tout cas, moi, je reste persuadée, et il le faut, que l'exécutif, que le gouvernement et Emmanuel Macron récupèrent ce sujet et fassent vraiment un projet de loi. Donc, j'imagine qu'on va en parler, mais la Première ministre s'est positionnée en faveur de l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Oui, La ministre en charge de comment ? Le texte a été proposé par LFI. Il est soutenu par la majorité, certes, mais c'est en cela que je dis qu'Emmanuel Macron n'a pas pris le sujet à bras-le-corps. Finalement, on soutient un projet qu'a proposé finalement LFI à travers cette démarche. Mais moi, ma question, c'est pourquoi on a l'impression en permanence d'être sur des œufs sur ce sujet? Non, c'est toujours. Je pense que ça a toujours été le cas et que ça reste le cas, même si ce gouvernement se positionne en faveur du droit à l'IVG. Je crois que c'est un sujet qui a toujours été très, je ne sais pas comment dire, qui a toujours fait peur à nos représentants. Parce qu'ils ont aussi dans leur socle, on va dire, constitutif, des groupes sociaux qui ne sont pas forcément en faveur de l'allongement des délais, du remboursement des soins, voilà. Mais après, ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, ça, j'avoue que je ne peux pas vous dire. Alors, parmi ceux et celles qui sont en face de vous, il y a peut-être plus d'hommes qui sont contre. On a les chiffres, d'ailleurs, des anti-IVG, s'il y a plus d'hommes, de femmes. Agathe Hamel? Alors non, je vous avoue, alors bien sûr qu'il y a des femmes qui sont anti-IVG. On a vu le revirement d'ailleurs de Marine Le Pen très récemment. C'est l'une des questions qui nous est posée sur le SMS. Comment analysez-vous très récemment le revirement de Marine Le Pen? Alors, je ne pense pas que ce soit un revirement. Je pense qu'il y a une stratégie extrêmement bien pensée de la part de l'extrême droite aujourd'hui, et c'est là où les combats féministes ont certes gagné une certaine bataille. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, si vous voulez, assumer de manière totalement ouverte le fait d'être contre l'IVG. Mais par contre, il y a l'utilisation d'un registre, notamment par le Rassemblement national, qui parle d'IVG de confort, qui parle de toutes les problématiques que ça pourrait engendrer. Toute cette petite musique-là, il ne faut pas se tromper, au bout du bout, quand les députés doivent être amenés à voter, il y en a quand même un certain nombre qui votent contre. Donc, bien sûr qu'il y a un discours qui ne peut plus être tout à fait frontal sur cette question, et c'est là où je pense que la société a progressé. Et d'ailleurs, je voyais dans un sondage de l'IFOP paru hier ou ce matin qu'il y avait plus de 86% des citoyens et des citoyennes qui étaient en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Donc forcément que les représentants et représentantes de l'extrême droite ne peuvent plus assumer de manière totalement ouverte le fait d'avoir des mesures conservatrices sur le long terme. Mais c'est bien pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut l'inscrire. On a vu que le vote à l'Assemblée nationale, c'était une large majorité pour adopter évidemment la proposition de loi, 337 voix pour, je rappelle, 32 contre, 18 abstentions. Est-ce que l'idée, par exemple, d'un référendum pourrait être une bonne idée? Est-ce que de passer par cette case-là pour faire de ce droit un droit constitutionnel, est-ce que ça peut être une solution?
si je peux me permettre, Agathe, je, peut-être, Agathe Hamel. Je crois que Nicole voulait dire quelque chose sur cette Oui, question. oui, parce que, bon, je ne suis pas quand même très... Je suis formée quand même au droit, et quand on voit depuis toutes ces années l'évolution, bon, il y a toujours des choses qui n'ont pas été... Madame avait raison en parlant du Sénat, qui est quand même un lieu très à droite et très conservateur. Bon, mais pour avoir travaillé de longues années avec des députés qui voulaient faire avancer le droit des femmes, je pense que oui, on peut y arriver. Mais il y a quand même aussi quelque chose qui me choque en France. La loi de séparation et des églises, c'est en 1905. Et on est aujourd'hui pour faire voter des lois républicaines qui n'imposent pas à tout le monde de prendre une décision. Une femme qui ne veut pas avoir d'IVG, une femme qui ne veut pas avoir accès à la PMA, bon, même un couple qui ne veut pas se marier avec du même sexe. Il n'y a aucune obligation. Donc, je ne comprends pas comment des groupes de pression peuvent interférer sur notre libre république laïque qui peut prendre des lois pour lesquelles on est libre. Ce n'est pas une loi imposée comme les impôts, c'est pour tout le monde. Bon, vous voyez, peut-être que ce que je dis va choquer certains, mais je pense qu'il y a des groupes et des groupes de pression, et je le regrette de dire des groupes de pression religieux. Moi qui ai travaillé avec les pays nordiques, eh bien, les protestants là-bas, ça fait bien longtemps qu'ils avaient accepté la contraception et même accepté l'IVG. Donc, si vous voulez, bon, ça m'a toujours étonné qu'en France, les groupes de pression puissent influencer. Et je vais peut-être vous dire quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'on demande toujours, comme ça, l'influence de chacun, les opinions de chacun, pour faire des lois qui sont des lois de la République? Et là, on va rentrer dans le débat de la fin de vie. Et vous savez, l'IVG, l'interruption volontaire de la vie, eh bien, ça se rejoint. Et donc, ce sont des lois républicaines. Alors, le président de la République ou le Premier ministre, la Première ministre, mais je pense qu'on ne doit pas interférer dans les lois de la République qui sont pour tout le monde, mais auxquelles on n'est pas soumis. On n'est pas dans un pays de dictature. Est-ce que ces groupes-là, Nicole Bosson, je reste avec vous, est-ce que ces groupes-là, on les retrouve y compris au sein du milieu médical, au sein des corps de santé? Est-ce qu'on a des pressions à l'intérieur des hôpitaux, des cliniques? Est-ce que vous le ressentez? Oui, alors, vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce qu'en 1975, quand Mme Veil a fait voter sa loi, il y avait des conseils de l'ordre qui n'étaient pas d'accord. Bon, conseil de l'ordre des sages-femmes, nous n'étions que des femmes. Donc, on avait une autre, peut-être, on a appréhendé la réalité. Mais je peux vous dire que l'ordre des médecins n'était pas d'accord et que c'est à cause des médecins qu'on a pris la clause de conscience. Bon, et puis après, eh bien, c'est vrai qu'il y a des professionnels de santé qui ne sont pas pour la PMA et qui ne sont pas pour l'IVG ou la contraception. Et j'entends encore des jeunes me dire « Ah ben, j'ai été voir à tel endroit et on m'a dit ben, on ne peut pas me mettre un stérilet parce que j'ai encore jamais eu d'enfant. » Bon, ça, c'était quelque chose qu'on disait il y a 30 ans, peut-être même 40 ans. Bon, et j'entends des choses qui, je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, et on l'a vu pour les vaccins, on l'a vu pour beaucoup de choses, eh bien, il y a des réticences. Et c'est pareil, je dis que le monde médical, au sens large, hein, eh bien, il doit être aussi dans la lignée des lois de la République. Et s'il ne veut pas faire telle ou telle chose, il doit trouver tout de suite quelqu'un pour le remplacer. Ça, c'est très, très, très important. Et on n'est pas tout à fait au clair en France. Bon, Nicole Bosson, je vais vous lancer sur la clause de conscience parce que je voudrais qu'on prenne 5-10 minutes là sur le sujet.
On a eu un médecin en 2021 qui a refusé de prescrire des contraceptifs à ses patientes en Normandie, installée en 2021. Voilà, médecin libéral qui refuse de prescrire des contraceptifs à ses patientes et eh bien, il a assuré faire jouer sa clause de conscience. Je peux, sans trahir de secret, Nicole, transmettre que vous m'avez dit que vous trouviez cette clause de conscience totalement stupide quand on a préparé cette émission. Est-ce que vous maintenez ces propos? Écoutez, quand on a prêté serment et qu'on a eu un diplôme, pour soigner, eh bien, il n'y a pas de clause de conscience. Et on doit répondre aux patients. Alors, il y a des spécialités, bien sûr. Le médecin généraliste ou la sage-femme généraliste ne peut pas répondre à tout. Mais là, on n'est pas dans ce cas. On est dans le cas de la loi, et d'une loi qui maintenant, l'IVG, la contraception, on a suffisamment de recul et d'études pour savoir qu'on ne fait pas courir de risques, de dangers mortels à nos patients. Et moi, je ne suis pas pour la clause de conscience. Non, non, c'est vrai. Je vous le dis. Bon, alors peut-être que vous interrogeriez le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, il vous dirait peut-être qu'il serait plus modéré. Ça m'appartient, mais je vous donne vraiment ce que je ressens. Agathe Hamel, est-ce que vous pouvez nous éclairer de votre côté sur l'expression que vous avez utilisée également quand on a préparé ce rendez-vous? Vous parlez, vous, d'une double clause de conscience. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme de double clause de conscience? Oui, tout à fait. Je voudrais bien répondre à votre question sur le référendum quand même. Donc, je ne sais pas si c'est après ou si c'est avant. C'est après, ok. Je la fais maintenant, la parenthèse? On y va. Oui, on peut reparler sur le référendum. Donc, sur le référendum, juste pour compléter ce que disait Madame Bosson, il y a plusieurs raisons de ne pas aller au référendum. Enfin, moi, je représente une assemblée de corps intermédiaires. Donc, bien sûr que la consultation de la société civile, c'est quelque chose que je défends. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut défendre sur tous les sujets, tout le temps, et de n'importe quelle manière. Et aujourd'hui, déjà, on voit qu'il y a un large consensus dans la société. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 80%. Donc c'est pas une question. Je veux dire, c'est pas une question qui a l'air de faire débat au sein de la société française. Ensuite, organiser un référendum, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Donc, je préférerais qu'on mette cet argent dans l'effectivité des droits des femmes en milieu rural qui n'ont pas accès à justement des rendez-vous avec un gynéco qui pourrait pratiquer une IVG. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, l'histoire référendaire française montre quand même que malheureusement, les questions qui peuvent être posées lors des référendums, et j'imagine que dans d'autres émissions, vous parlez également de la santé de la démocratie en France, j'ai peur que les gens qui se déplacent ne se déplacent pas forcément pour répondre entièrement à la question sur faut-il ou pas inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, mais soit pour ou contre l'IVG, ce qui n'est pas du tout ce qui est mis au débat, ou pour ou contre le gouvernement. On sait que c'est très glissant. Donc je pense que le référendum ne serait pas forcément la voie la plus intelligible. Et en plus, on se prendrait quand même des semaines de campagne des mouvements anti-choix qui ne feraient que renforcer la culpabilité des femmes qui vont pratiquer une IVG. Donc, je crois que vraiment on peut s'en passer, que les citoyens et les citoyennes françaises seront plutôt d'accord sur le fait qu'on s'en passe et que du coup, un projet de loi permettrait au gouvernement de réunir le Congrès sans avoir à passer forcément de manière obligatoire par le référendum. Bon, il faut qu'on ait la validation quelque part du Sénat. Bien sûr. Est-ce que le CESE peut convaincre les sénateurs dans le travail que vous faites? En tout cas, on leur donne notre avis. C'est-à-dire que le CESE a une mission double. On conseille et le gouvernement et le Parlement. Donc, les sénateurs et les sénatrices, tout comme les députés d'ailleurs, on leur a partagé la position du CESE et des organisations qui constituent la société civile qui ont voté de manière unanime cette déclaration en faveur du droit à l'IVG. Après, sur l'influence, on va dire, effective du CESE sur les sénateurs et les sénatrices, ça, bien sûr, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, oui, je suis en discussion de manière active avec mes homologues, donc présidente des délégations aux droits des femmes,
à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment sur ces questions-là. Agatha Mel, pour revenir au sujet sur lequel on avait ouvert une parenthèse, on évoquait la clause de conscience. Hein. Nicole Bosson nous expliquait qu'elle avait un souci avec cette clause de conscience. Vous évoquez, vous, une double clause de conscience, mais je voudrais que ce soit clair pour toutes celles, pour tous ceux qui nous suivent. Alors, en fait, dans le code de la santé publique, tout médecin, corps médical, toute sage-femme dispose d'une clause de conscience qui l'autorise à refuser de pratiquer des soins en raison de convictions personnelles ou éthiques. Donc ça, c'est la clause de conscience. C'est là-dessus que Madame Bosson intervenait. Ensuite, quand a été votée la loi Veil, il y a eu une deuxième clause de conscience qui a été en fait, on va dire, c'était une concession en fait aux parlementaires qui étaient les plus réticents au droit à l'IVG et qui inscrit dans le texte que les médecins habilités à pratiquer des IVG peuvent faire valoir leur clause de conscience et la clause de conscience spécifique à l'IVG. Donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effectivité juridique dans le sens où ils ont déjà une clause de conscience. Par contre, en termes d'effectivité symbolique, ça en a, puisque ça continue de stigmatiser la pratique de l'IVG, ça continue de culpabiliser les femmes qui y ont recours. Et d'ailleurs, il y a un texte qui a été voté en 2022, qui a été porté par Alban Gaillot, qui proposait la suppression symbolique de la double clause de conscience sur les actes d'interruption de grossesse, qui a été refusée par l'Assemblée nationale. Donc ça montre bien qu'on continue d'en faire une pratique à part qui ne facilite pas le fait de pouvoir y avoir accès partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Comment ça se passe dans les faits, sur le terrain? On a des femmes qui vivent des situations qui ne sont pas faciles, on va le dire. Elles rencontrent qui? Elles s'adressent à qui? Je crois que on a le planning familial qui peut être un interlocuteur. Est-ce qu'il y a de la bienveillance aussi? Et ma question ira aussi à Nicole Bosson auprès des sages-femmes qui, je crois, peuvent aujourd'hui pratiquer l'IVG, Nicole Bosson. Oui. C'est ça, vous nous confirmez que les sages-femmes peuvent Oui. le faire? Les sages-femmes ont vu leurs compétences augmenter ces dernières années. Nous faisons de la gynécologie préventive, de l'accompagnement des femmes. Et bon, il y a eu un peu de friction parce que on se trouvait un peu en concurrence. Et puis petit à petit, par rapport à l'IVG, on va bientôt ne plus avoir aucune concurrence avec personne. Les sages-femmes ont maintenant tout le droit de faire des IVG médicamenteuses. Sur le département, beaucoup en font et elles reçoivent les patientes et elles ont un contrat avec le CHU ou avec un hôpital qui peut accueillir la patiente s'il y a un accident. Donc, il n'y a pas de frein sur le sujet au niveau des sages-femmes. Non. Toutes sont enclins à pratiquer l'IVG sans polémique, je dirais. Pour l'IVG médicamenteuse, on a de plus en plus de sages-femmes qui font des fois une formation très rapide et complémentaire et elles prennent contact avec le CHU qui lui aussi est tout à fait d'accord pour avoir une convention. Et puis, depuis la dernière loi de santé, eh bien, nous avons le droit de faire des IVG instrumentales. Alors, bon, ça n'a pas encore été mis en place, par exemple, sur la Côte d'Or, parce qu'il faut qu'il y ait une demande des sages-femmes. Là, c'est quand même quelque chose qui change un peu la donne et notre activité. Ce n'est pas forcément dans les pratiques, ce n'est pas forcément quelque chose… Pour l'instant, c'est dans les pratiques, dans certains départements de France déjà, parce que la loi avait prévu des départements où il y avait une expérimentation, donc ça a été mis en place. Dans le nôtre, on n'était pas expérimental, mais maintenant, il n'y a plus d'expérimentation et une sage-femme qui voudrait réaliser des IVG instrumentales, elle pourrait le faire dans le cadre d'un établissement qui réalise ce type d'IVG. Donc, bientôt, nous n'aurons plus de concurrents. Alors, ce n'est pas pour vous dire que les sages-femmes, elles s'enthousiasment à faire des IVG. Non. On doit répondre aux patientes et puis peut-être aussi les accompagner. Parce que je pense que ce qui manque, moi qui ai fait une formation de conseillère conjugale et familiale il y a fort longtemps, l'important c'était d'accompagner les femmes
dans ce moment qui n'est jamais un moment simple. Et Oui, donc, pour leur c'est ce que vous permettre, dites, Nicole Bossoin. Vous rappelez, malgré ce positionnement, vous rappelez que l'IVG est toujours un échec. Éclairez-nous là-dessus. le mot échec est peut-être fort, mais c'est vrai que beaucoup de femmes ne vivent pas l'IVG comme un acte sans conséquence, parce que si vous voulez, c'est une grossesse non désirée. Et quand quelque chose n'est pas désiré, ça laisse ça laisse un traumatisme que souvent les sages-femmes, nous découvrons ce traumatisme au moment d'un accouchement, au moment d'une consultation ultérieure. Est-ce que face à ce traumatisme, on a l'accompagnement et la bienveillance qu'il faut avoir, qu'il faut mettre en place dans ces situations? Ça, c'est ma première question. La deuxième, je vous pose les deux en même temps. Pourquoi est-ce que le corps médical, au niveau des chirurgiens, des praticiens, s'en détache? On sait très bien que les activités lucratives, en général, on les garde, hein. Mais l'IVG n'a jamais été une activité lucrative et toutes les personnes qui sont dans les centres de planification ou qui sont au planning familial et qui ont commencé à faire des IVG, elles ne l'ont pas fait pour gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Bon, je suis peut-être un peu violente de ce côté-là, mais c'est vrai que les sages-femmes qui vont faire des IVG, elles ne vont pas, pour l'instant, elles n'ont pas une cotation qui va leur permettre d'agrandir leurs revenus. Mais c'est quelque chose que nous devons aux femmes et que nous devons à nos patientes. Vous me l'aviez expliqué, hein, en préparant l'émission également, Nicole, vous expliquez que c'est un droit qui est donné aux femmes et qui doit passer coûte que coûte avant tout. Oui, oui. Même si on n'est pas, personnellement, si vous me demandez quelle est ma position vis-à-vis de l'interruption volontaire de grossesse, je me dis, bon, on aurait pu l'éviter, on aurait pu faire de la prévention. Quand peu de temps après la loi Veil, on a eu des statistiques précises, notamment des centres de planification, où on donnait 260 000 IVG. Les derniers chiffres d'il n'y a pas longtemps donnent 250 000. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis les années 70, la fin des années 70? On devrait se retrouver avec un chiffre beaucoup plus faible si on permettait aux femmes d'être informées, de faire des choix pour leur sexualité et de les accompagner. Parce que moins on fera d'IVG et plus on fera de l'accompagnement pour les femmes. La grossesse, ça doit être désiré. Dominique Joseph, je me permets de vous relancer là sur ce que vient de nous expliquer Nicole. Est-ce que vous partagez le fait qu'on puisse être effectivement pour l'IVG, mais dans le même temps, être pour le fait qu'on en fasse de moins en moins par la prévention en amont, l'explication et la pédagogie? Si on avait réussi tout cet amont qui est celui de la connaissance, celui d'une excellente appréhension des droits sexuels et reproductifs, une excellente connaissance de tous les moyens de contraception existants, alors on est sur la truc des si, hein, la litanie des si les hommes, alors ça change dans notre société, si on arrivait en termes d'émancipation sociétale, à faire comprendre que la contraception n'est pas uniquement une question qui relève du choix des femmes, que c'est une question partagée, voilà, je pense, et si, franchement, moi, presque je pourrais dire, sauf les cas, bien sûr, médicaux, mais s'il n'y avait plus d'IVG, c'est qu'on aurait gagné tout le reste. Et on serait une société qui aurait énormément progressé. Voilà, c'est... Effectivement, je pense, moi, je partage beaucoup des propos de Nicole. Voilà, je crois que c'est très, très important de rappeler tout ça. C'est vrai que l'IVG peut être considéré comme un échec, mais aussi comme un choix. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vraiment important à la base aussi, d'informer, d'éduquer, de faire de la pédagogie. Et je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Nicole tout à l'heure, qui me semble hyper important, c'est que donner
et entre guillemets, sacralisé, mais avec le bon terme républicain, hein, du droit le droit sexuel et reproductif, dont l'IVG dans la Constitution, nous laisse l'entière liberté à celles ou ceux qui ne veulent pas utiliser ce droit de ne pas le faire. Préserver un droit, rajouter un droit, n'enlève jamais rien, n'enlève aucun droit à ceux qui ne veulent pas utiliser ce droit-là. Donc votre message, Dominique, c'est pas d'entrave, quoi. Comment? Pas d'entrave. Chacun est libre. Je pense que dans les débats, je me permets de le dire là, parce que dans les débats, aujourd'hui, c'est comme si donner un droit, enlever un droit aux autres. Non, c'est complémentaire. On rajoute une couche dans la question de la liberté et en apportant aussi, et c'est pour ça que la question de l'effectivité d'accès au droit, elle est importante parce qu'il y a encore des freins financiers, il y a encore des freins sociaux. Et puis, voilà, je n'ai pas pu intervenir tout à l'heure sur la question de la vie des groupes, mais voilà, je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit, on a un problème en France avec, et je crois que des débats philosophiques, sociologiques, et y compris en associant les cultes et tout le monde sur ce qu'est la vie, la définition de la vie, serait quand même très, très opportun. Je le dis aujourd'hui parce que Nicole y a fait référence tout à l'heure, il y a un autre débat qui s'ouvre. Et moi, j'ai commencé mes propos, je ne vais pas redire. Non, mais on peut prendre 2 secondes, Dominique, Joseph, parce que sur l'effectivité, est-ce que l'accès à l'IVG fait partie du socle de ce qui est posé tout jeune, dès l'école? Aujourd'hui, est-ce que c'est posé aujourd'hui? Oui, c'est ma question. Non, je pense que non, je ne sais pas posé parce que Nicole a parlé du nombre de demi-heures ou de minutes consacrées à ce qu'on appelait, alors de mon temps, l'éducation sexuelle. Je ne sais plus aujourd'hui comment ça s'appelle, mais non, c'est pas. Mais très sincèrement, hein, je crois qu'il faut qu'on intègre, même si le sujet fondamental sur le droit à l'IVG, il faut qu'on le porte, qu'on le rappelle, mais avec dans tout le panel des droits sexuels et reproductifs. Voilà, je crois que ça, c'est peu intimement convaincu, mais il faut bien sûr porter le droit à l'IVG parce que celui-là, il peut être remis en question. Agathe Hamel, quelle est la place des hommes dans tout cela? Parce que ce soir, moi, je suis minoritaire là, au milieu de vous, mais est-ce que les jeunes générations sont plus équilibrées dans cette approche du sujet? Est-ce que les jeunes hommes, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur cette place de l'homme, sur le sujet de l'IVG, mais au sens large d'ailleurs, sur les droits sexuels et reproductifs. Alors, j'ai pas d'études comparatives, hein, à part mon expérience personnelle à ce sujet, et peut-être l'expérience aussi au CESE et dans les organisations de jeunesse que je représente. Il me semble que l'interruption volontaire de grossesse est quelque chose qui est considéré comme acquis pour eux, mais je crois aussi pour les hommes de la génération d'au-dessus. Par contre, ce qui n'est pas acquis, c'est la fragilité de ces droits. Et ça, je crois que pourquoi est-ce que dans les travaux parlementaires aujourd'hui, c'est principalement porté par des femmes? C'est pas pour rien. C'est aussi parce que je crois qu'on sait au plus profond de nos entrailles que de toute manière, ça ne sera jamais acquis. Et je pense que les hommes de ma génération ont encore ce travail-là à faire, de comprendre qu'en fait, moi, quand je dis il faut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, je ne peux pas entendre en face oui, mais en fait, c'est bon, c'est acquis de la part d'un homme. Ça, c'est extrêmement problématique puisqu'on sait que ça ne sera jamais acquis. Après, je crois que les hommes de ma génération, ou peut-être la génération d'en dessous, parce que moi j'ai une trentaine d'années, donc MeToo c'était il y a 5 ans, enfin voilà, donc j'ai aussi beaucoup espoir dans la génération d'en dessous, se posent beaucoup de questions sur la contraception. Et d'ailleurs, ils ont, je crois, envie de reprendre le pouvoir de cette contraception, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que la contraception est principalement, la charge de cette contraception est principalement portée par les femmes, mais je crois que les hommes, ils ont aussi envie de comprendre ce qui se passe dans leur corps et quelles sont les différentes méthodes contraceptives qu'ils peuvent choisir. Le problème, c'est que
malheureusement, aujourd'hui en France, ça ne suit pas beaucoup en termes d'expérimentation, les pilules pour les hommes, voilà. Donc il y a aussi tout un chemin de société qu'on doit faire pour accompagner ces changements. Mais je crois que les hommes ont toute leur place dans ces combats-là et que ce sont des combats pour les droits humains. Et comme le disait Madame Bosson, en fait, toutes les questions qui attraient à la sexualité vont servir à tout le monde, que ce soit les couples homosexuels, les couples hétérosexuels. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, ça ne fera qu'améliorer la manière dont on peut être ensemble. Nicole Bosson, vous partagez? Alors, moi, je Nicole Bosson, je ne peux pense... pas résister à Bon, vous relancer je sur l'anecdote pense sur la que... vasectomie, parce qu'effectivement, je suis d'accord, Agathe, on a beaucoup de jeunes, de couples qui s'intéressent à ce sujet, et il y a beaucoup de méthodes. Nicole Bosson, qu'est-ce Alors, que vous m'avez dit sur bon, la moi, vasectomie je pour les hommes? serais Ça plus peut poser de temps modérée. en temps problème. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, les hommes ont leur place pour accompagner les femmes, pour comprendre la contraception de la femme qu'ils rencontrent ou avec qui ils vivent. Après, la contraception masculine, c'est plus compliqué. Alors, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, quand ils ont, on va dire, acquis le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient à partir d'un certain âge, se tournent vers la vasectomie. Je trouve que c'est une excellente... bon, l'homme peut savoir que, je sais pas, à 45 ans, par exemple, ses enfants sont grands et il ne veut plus d'enfants. Par contre, et j'ai vu sur une émission à la télévision Grandeur d'écoute, ce qui était proposé pour les hommes. Bon, il faut être très vigilant avec les hormones. La testostérone injectée à forte dose, je suis très dubitative. Et alors, toutes ces choses dont on a déjà parlé dans l'Antiquité, mettre les testicules au chaud pour que les spermatozoïdes disparaissent, bon, on peut rire de tout, mais je pense qu'à l'heure actuelle, hélas, on n'a pas vraiment, mis à part la vasectomie, de contraception masculine sans danger et efficace. Et aussi qui permet une vie, parce que la contraception doit permettre de vivre sa vie sexuelle de façon épanouie. Et ça ne doit pas être vraiment une contrainte. Donc, c'est pour ça que les femmes ont beaucoup de choix. Mais les hommes, malheureusement, pour l'instant, alors je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas vraiment une pilule pour hommes, mais tout ce que j'ai lu et toutes les recherches qu'il y a maintenant, moi, je suis très dubitative sur la testostérone, car je ne voudrais quand même pas que les hommes soient, comment dire, mis en difficulté physique pour la contraception. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui fait ressortir mon côté un peu féministe. Quand il y a un échec de la contraception, c'est la femme qui est enceinte. Bon, si vous confiez votre contraception à un homme, bon, eh bien, si vous avez une aventure ailleurs, voilà, bon, c'est peut-être amusant, mais bon, c'est vrai que les femmes sont quand même confrontées, si échec de contraception, à la grossesse non désirée et à l'IVG. Donc, c'est vrai que... Il nous reste 5 minutes avant la fin de ce rendez-vous. Merci pour ces échanges passionnants. Vraiment, j'insiste. Merci à toutes les trois parce qu'on a un échange qui est naturel, spontané, sans filtre. Agathe Hamel, ça serait la première fois dans le monde que ce droit entrerait dans la Constitution, si ça se fait? D'un État, oui. Enfin, d'une nation, parce que là, à la suite de la révocation de l'arrêt aux États-Unis, il y a des États fédérés qui ont voté pour l'inscription dans leur socle en tant qu'État faisant partie des États-Unis pour l'inscription du droit à l'IVG. Mais oui, effectivement, la France serait on va dire, ouvrirait une nouvelle voie sur la rédaction des textes constitutionnels. Il nous reste 4 minutes. Alors, vous voyez, c'est simple. Il vous reste, 1 minute chacune. Et puis, on fera la toute dernière conclusion, les remerciements. Ça va être comme vous savez dans les débats politiques, quand il reste 1 minute aux invités pour nous convaincre.
je vais vous reposer la question et je vous laisse 1 minute pour nous donner chacune vos derniers arguments et ça clôturera cette table ronde. Nicole Bosson, faut-il faire de cette loi IVG un droit constitutionnel? Alors oui, ça doit être un droit constitutionnel, mais je vais vous dire aussi ce qui pour moi pourrait être un droit, c'est d'apprendre à aimer aux jeunes. Voilà. Alors, qui pourra leur apprendre à aimer? Pas forcément que l'éducation nationale, mais toutes les personnes qui les côtoient. Et je pense qu'on préviendra des grossesses non désirées, des violences, et on contrecarrera les réseaux sociaux qui ne présentent pas l'amour. Donc, comment mettre l'amour dans la Constitution en même temps que l'IVG? Dominique Joseph, faut-il sanctuariser dans la Constitution ce droit à l'IVG? Oui, oui. 3 fois oui, 15 000 fois oui. Oui, parce que, voilà, moi je le remets, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pas grandiloquent du tout, vraiment j'en suis intimement persuadée, parce que pour être en cohérence avec les valeurs de la République. Égalité, liberté, fraternité, sororité. Voilà. Agathe Hamel. On grandirait, parce que notre société française, elle grandirait et elle serait capable de, voilà, de montrer les pas en avant pour je te l'enlève Agathe, hein, excuse-moi, mais pour ce vivre ensemble dont on a tant besoin. Agathe Hamel, faut-il inscrire ce droit à l'IVG dans notre Constitution? Toujours la même réponse. Oui, la Constitution, tout autant symbolique qu'elle doit rester, ce n'est pas un texte religieux. Elle ne doit pas rester enfermée dans son époque. Donc je pense que si je voulais faire passer un message, ça serait peut-être sénatrice, sénateur, la France et le monde vous regardent. Donc soyez au rendez-vous et aidez-nous à faire rentrer enfin cette question des droits sexuels et reproductifs et de l'avortement dans notre contrat social. Merci Agathe Hamel. Je rappelle que vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité au sein du CESE. Merci à Nicole Bosson, présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. Et puis merci à Dominique Joseph, secrétaire général de la Mutualité française, présidente de Mutel, le réseau des femmes en mutualité. Fadila Khattabi était excusée ce soir, députée de la Côte d'Or et présidente de la commission des affaires sociales qui était retenue ce soir en commission à Paris. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec autant de fidélité dans la durée ce rendez-vous que j'ai trouvé à titre personnel passionnant dans les échanges qu'on a pu créer entre vous trois. Merci à toutes les trois en tous les cas. Je voulais remercier également la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté qui a organisé cet événement, Sabrina Joly, Mathilde Laprugne et Christelle Guignard qui étaient aux manettes de l'organisation. À très bientôt, très belle soirée, 19h30. À très vite pour un nouveau rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.